La place de la République, dans une grande toilette, a connu ce matin une animation particulière. C'est en effet ce matin à 10 heures que s'est ouverte la session budgétaire de l'Assemblée législative de la République soudanaise. Mais cette séance d'ouverture avait quelque chose de particulier en raison de la présence à Bamako du président du Parti de la Fédération africaine, M. Léopold Sédar Senghor, qui, à côté du président Modibo Keïta, devait descendre devant l'Assemblée de la voiture découverte à 9h55. Cérémonie sommaire, mais majestueuse, la garde républicaine et les honneurs, mais aussi une foule nombreuse que l'on peut évaluer à plusieurs milliers de personnes, les a acclamés. À leur descente de voiture, les présidents Modibo et Senghor avaient été accueillis par les présidents Jean-Marie Koné et Mahaman Alassane Aïdara. Ce dernier était entouré des membres du bureau de l'Assemblée, tandis que mesdames Senghor et Modibo montaient les marches de l'escalier de l'Assemblée pour s'installer aux places qui leur étaient réservées au banc des ministres. Après avoir passé en revue le détachement de la garde républicaine, les présidents Senghor et Modibo, suivis des présidents Jean-Marie Koné et Mahaman Alassane Aïdara, ainsi que des membres du bureau de l'Assemblée, se dirigèrent vers l'Assemblée et prenaient place à la tribune, dont voici la disposition. Au centre, le président Mahaman Alassane Aïdara, président de l'Assemblée législative. À sa droite, les présidents Senghor et Jean-Marie Koné. À sa gauche, le président Modibo Keïta. La séance était ouverte et le président Mahaman Alassane Aïdara faisait connaître l'ordre du jour et les modifications qui ont intervenu. Il devait ensuite donner la parole au président du gouvernement de la République soudanaise pour son exposé. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, avant d'entreprendre devant vous un vaste tour d'horizon des questions politiques et administratives, ainsi que des réalisations économiques et sociales effectuées en 1959, et d'aborder dans sa forme et dans son fond la présentation du budget de 1960, tel que vous allez avoir à en connaître au cours de vos prochains travaux, permettez-moi d'abord, messieurs, de vous dire la grande joie que nous cause à tous ici, membres du gouvernement et responsables politiques de la République soudanaise, la présence à cette séance d'ouverture de Monsieur le Président Senghor, président de l'Assemblée fédérale du Mali et ministre conseiller du gouvernement de la République française pour les affaires intéressant la communauté. Sa profonde connaissance des problèmes supérieurs de la Fédération et sa grande compétence politique et administrative trouveront, j'en suis certain, leur plein emploi tant au cours des entretiens qu'il aura avec les diverses personnalités de la capitale qu'au long du voyage qu'il va entreprendre dans certains centres de l'intérieur. Cette visite sera donc la preuve de la cohésion de notre fédération tout en constituant dans le même temps un des ferments les plus efficaces. Il y a 8 mois, votre Assemblée m'accordait sa confiance pour la constitution du premier gouvernement de la République soudanaise. Je précisais à l'époque que mon gouvernement inscrivait son action dans le cadre d'une rapide évolution politique, condition première d'un véritable essor économique. L'autonomie interne, si elle permet une relative liberté d'action pour les affaires intérieures de l'État, offre peu de possibilités pour la modification profonde des structures économiques mises en place, des courants commerciaux créés par le régime colonial. L'économie de l'État autonome demeure encore dominée, donc orientée par l'économie métropolitaine. Dans ce contexte, c'est une illusion grave de conséquences pour les hommes politiques africains, comme pour le pays qu'ils contrôlent, de croire qu'une évolution politique, économique rapide est possible. Il faut une reconversion de la pensée économique de toutes les couches sociales. Pour cela, il faut que celles-ci se sentent maîtresses de cette pensée, de la conversion en action, bref, de leur destin. C'est pour cette raison que le Soudan et le Sénégal, groupés au sein de la Fédération du Mali, se sont résolument
d'une manière irréversible, engagés dans la voie de la conquête de leur indépendance. Le processus de cette évolution est le suivant. Premièrement, transfert de toutes les compétences aux États du Sénégal et du Soudan et déclaration d'indépendance de ces deux États. Deuxièmement, transfert des compétences ainsi acquises au Mali. Troisièmement, discussion et signature d'accords d'association entre la République française et la Fédération du Mali. Nous aurions pu donner la primauté à la voie directe, celle du référendum, mais celle-ci exalte les passions, rallume les rancœurs et peut compromettre le capital de confiance et d'amitié que nous voulons sauvegarder. Que la France nous comprenne pour que nous n'ayons pas à avoir recours au verdict populaire. Est-ce à dire que nous ne sommes pas préoccupés des problèmes économiques comme on a voulu le faire accréditer? L'impulsion donnée au paysanat, les missions d'information en Europe et en Amérique, la mobilisation des masses qui a permis de juillet à octobre, la réalisation de travaux dont le montant se chiffre à 320 millions de francs CFA, les études entreprises pour l'amélioration de notre infrastructure économique s'insérant dans un plan de développement dynamique de la République soudanaise prouvent éloquemment que les questions économiques nous préoccupent, mais que nous ne les dissocions pas des questions politiques. Vous vous en rendrez compte dans l'examen du bilan et des objectifs des divers départements ministériels. Le programme d'action du ministère des Finances, tracé en mars, peut être ainsi résumé. Permettre la réalisation des recettes dès le début de l'année, afin que soit assuré l'équilibre constant entre l'avoir de la trésorerie et les paiements. Rechercher les voies et moyens par lesquels bâtir notre propre crédit en le fondant sur les bases solides qui constituent la stabilité politique, l'expansion économique, la sécurité sociale. Aménager équitablement la fiscalité et sur ses assises, projeter de nouveaux programmes. L'aménagement de la fiscalité comporte la réduction des taux de l'impôt du minimum fiscal et l'institution de taxes sur les voies de consommation. Au fur et à mesure de son développement, notre pays avait paré à ses besoins budgétaires en recourant à des impôts conçus et adaptés à la structure administrative et économique de la France. Pour qu'un tel régime donne de bons résultats, il faut un appareil de contrôle important. Or, les déclarations annuelles des entreprises sont l'objet, en France, d'examens minutieux, de demandes de justifications et de vérifications systématiques. L'effectif des services des contributions au Soudan ne permet pas d'atteindre cette cadence et cette rigueur. Or, la fiscalité doit hâter l'accession à une économie de pays moderne, en orientant les allègements et encouragements en faveur des investissements à caractère social et industriel. Et de plus en plus, il faudra s'acheminer vers une fiscalité basée sur des faits de consommation en utilisant une taxation indiciaire ou forfaitaire, car chaque bien de consommation est caractéristique d'un certain mode d'existence et son acquisition correspond immanquablement à un certain standing et à un certain revenu. Si donc une réglementation nouvelle est nécessaire en ce qui concerne les recettes de l'État, elle s'avère tout aussi indispensable en ce qui concerne les dépenses de l'État. Aussi, est-il envisagé une refonte complète des décrets financiers et l'élaboration de textes assouplissant l'ensemble des domaines des finances. L'idée directrice est que l'assouplissement implique comme aboutissement une grande liberté de compétence dans le cadre des responsabilités effectives des gestions financières et la création de budgets de province. Les programmes de ceux-ci seraient dressés et approuvés par les conseils de province. Ce fait inciterait les populations à un effort accru vers le mieux-être et leur progrès en tous les domaines. Ainsi, pourrait-il être dégagé une masse budgétaire plus importante, disponible pour les programmes d'équipement et d'infrastructure des réseaux routiers et fluviaux, prospection minière, aide au paysanat, industrialisation notamment.
les ressources budgétaires actuelles affectées à l'équipement représentent environ seulement 7% de l'ensemble du budget. Il importe que ce pourcentage s'accroisse. Son élévation sera un facteur de développement de la productivité, donc de l'augmentation du revenu national. Pour améliorer les recettes, il faut pouvoir serrer au plus près la matière imposable, sans toutefois alourdir outre mesure le taux de la ponction fiscale. Le service des contributions directes, malgré son effectif nettement insuffisant, a rempli cependant sa tâche avec le maximum de célérité et d'efficacité. En mai 1959, les émissions atteignaient 2,112 milliards de francs contre 1,513 milliard en mai 1958. En 1960, le service des contributions diverses prendra en charge la totalité des recensements des anciennes impositions et taxes de sa compétence, aussi bien dans les communes que dans les cercles de subdivision où, jusqu'à présent, ce travail était assuré par les chefs de circonscription administrative. Il a paru en effet plus rationnel de faire recenser l'intégralité des centres commerciaux, suivant les méthodes propres à l'administration des contributions directes. Les effectifs en personnel de ce service seront renforcés et les perspectives d'avenir sont encourageantes puisqu'un contrôleur et 3 jeunes licenciés sont en stage à l'École nationale des impôts. Le souci d'accroître les recettes générales n'a pas fait perdre de vue l'amélioration de la situation financière des exploitations industrielles. Le service de l'imprimerie a, pour les 10 premiers mois de 1959, réalisé 32 482 962 francs de recettes, sans tenir compte des existants dans les divers magasins. On peut donc estimer que le budget du service sera équilibré en recettes et en dépenses, les commandes de fin d'année étant généralement très importantes. La modernisation de l'imprimerie va donc permettre de satisfaire des commandes nouvelles tout en réduisant les délais d'exécution, source de recettes supplémentaires. Si l'étude de la réglementation des recettes de l'État s'avère laborieuse en raison même de la complexité de la matière, il n'en va pas de même en ce qui concerne la réglementation des dépenses de l'État. Un aménagement de certaines règles financières et comptables s'imposait. Il a été concrétisé par l'ordonnance numéro 62 du 11 août 1959. Les mesures qui dictent cet acte ont pour objet de permettre d'assurer le paiement des créances administratives dans les délais normaux, alors que jusqu'ici, le maintien de la centralisation financière en période de décentralisation administrative avait pour conséquence d'importants retards dans le paiement des créances. Faire bénéficier nos institutions du bon renom qui s'attache à ceux qui honorent leur engagement de payer à court terme, obtenir des prix justes par une accélération des libérations dans les échanges, alléger les travaux de correspondance, tels sont notamment les résultats attendus de la réforme. Cette réforme comporte la création de régies, la création de sous-ordonnancements, l'adoption de la gestion. Les régies sont créées, elles fonctionnent. La régie d'avance du transit procède au règlement comptant des dépenses de transport. Les autres régies d'avance sont destinées au paiement des dépenses inférieures à 100 000 francs, n'entrant pas dans le cadre d'un marché. Les régies de recettes permettront la perception des recettes non émises sur rôle dans les délais rapides. Chaque département ministériel sera doté d'un sous-ordonnancement qui fonctionnera à compter du 1er janvier 60. L'adoption de la gestion fera disparaître la période complémentaire des exercices budgétaires cause de retard dans les reports d'engagement d'équipement et d'appurement du passif. Dans le même ordre d'idées, d'autres engagements sont d'ores et déjà envisagés. La direction des finances deviendrait un organe de centralisation, de contrôle et d'étude. Les sous-ordonnancements et les agences spéciales seraient rattachés directement au ministère des Finances, les ministres ayant alors directement autorité sur leur personnel.
Ainsi, serait consacrée la séparation des compétences administratives qui, en supprimant les dispersions de responsabilité, ne pourrait que rendre plus efficace et plus rigoureuse la gestion des deniers publics de l'État. Dans le domaine économique, la campagne 1958-1959 a été bonne pour la production, qui a pu ainsi être écoulée facilement à des prix équitables grâce à la concurrence qui a joué pleinement à son avantage. Grâce à l'opération tentée par le gouvernement avec l'aide de la société Dreyfus et compagnie, la commercialisation des arachides s'est effectuée dans d'excellentes conditions. La production commercialisée a atteint 55 000 tonnes d'arachides décortiquées contre 64 000 tonnes pour la campagne précédente. L'opération Dreyfus a économisé au territoire la somme de 119 700 000 francs de frais de stockage prolongés et d'acidité que furent pris en charge par le gouvernement pendant la campagne 57-58. Elle a permis par ailleurs de vérifier la viabilité de certaines coopératives SMDR qui ont fonctionné correctement, aux cultivateurs de toucher un juste prix de son arachide, de contacter directement des utilisateurs qui, satisfaits de la qualité des arachides du Soudan, individualisés, achèteront plus facilement les récoltes prochaines. Quant aux produits de cueillette, capoc, gomme, karité, leur commercialisation rencontre certaines difficultés, nées de leur conditionnement encore imparfait, auxquelles s'ajoute pour les deux premiers l'insuffisance de leur production. L'utilisation de plus en plus poussée du beurre de karité dans les produits pharmaceutiques, dans les produits de beauté, ainsi que dans l'industrie alimentaire, ouvre à ce produit de belles perspectives. Quant à la laine soudanaise, la remontée des cours sur le marché international lui permettra sûrement de reprendre le chemin de l'exportation. Les usines sénégalaises de textiles, filatures et tissages ne peuvent actuellement utiliser plus de 2000 tonnes de coton fibre. Cette année, le Soudan a mis à leur disposition l'équivalent de 2000 tonnes de coton fibre. Pour la campagne 59-60, l'Office du Niger et la CFDT comptent mettre en pratique l'usage de la fumure et du déparatisage. Cette action combinée ne sera toutefois appliquée que sur des superficies restreintes, mais on peut néanmoins raisonnablement compter sur une production de 2300 tonnes de coton fibre. La généralisation de ces méthodes permettrait d'atteindre et de dépasser dans la campagne 60-61 les 2800 tonnes de fibres nécessaires aux industries sénégalaises. Dans le domaine des produits vivriers, grâce à l'action du gouvernement, le ravitaillement de la population a pu être assuré pendant toute la soudure, malgré la pénurie régionale du mil. Aussi, pour remédier à ce déséquilibre géographique qui sévit chaque année dans la production du mil, le gouvernement a décidé de créer dès cette année l'Office des céréales. Cet office a pour but de prévoir le montant des besoins à la fois pour la consommation intérieure et pour l'exportation, d'assurer une répartition et une distribution suffisante et régulière des céréales de consommation courante et de nécessité vitale pour la population, de fixer un prix de vente moyen accessible aux consommateurs les plus déshérités, encourager la production et développer la consommation des céréales riches et d'un bon rendement, mil et maïs. Pour le commerce extérieur, les exportations contrôlées en 1958 par les bureaux de douane de Dakar, Kaolack et Gao s'élèvent à 2 675 851 000 francs contre 3 83 382 000 francs CFA pour les importations. À ces importations contrôlées par la douane, il convient d'ajouter les exportations de produits locaux à destination des États limitrophes d'expression française et à destination des États étrangers voisins, Ghana et Libéria. Il est difficile de chiffrer le montant de ces exportations sur le Ghana,
Il peut atteindre 1,6 milliard pour le bétail et le poisson sec et fumé. Sur le Sénégal, 500 à 600 millions. Sur la Côte d'Ivoire, 1,8 milliard et 200 millions sur la Haute-Volta. Les exportations soudanaises peuvent donc se chiffrer ainsi au minimum de 5 milliards. Le contrôle des prix et stocks a commencé à fonctionner au début de juillet. En 4 mois, il a adressé à Bamako 64 procès-verbaux et découvert 3 fraudes douanières importantes. Il a également permis de déceler les commerçants qui n'acquittaient pas les patentes, les taxes ou les impôts auxquels ils étaient assujettis. L'augmentation du personnel de ce service, jusqu'ici limité à 2 contrôleurs et un commis, lui permettrait d'accroître le nombre de ses investigations, toujours au profit du Trésor public. En 1959, a été également créé un service de contrôle des poids et mesures. Ce service fonctionnera d'ici quelques jours de façon effective dès qu'il aura reçu les mesures et les poids étalons. Gageons que l'efficacité de ce service sera particulièrement appréciée des producteurs de brousse au moment des principaux marchés. Parallèlement au développement des ressources du sol, le gouvernement a fait exécuter un programme de prospection minière. Le bureau minier a ainsi reçu du gouvernement 5 missions qui ont jusqu'à présent donné les résultats suivants. Dans l'adrar des Iphoras, des teneurs de 0,6% de nickel, dans les roches ultra-basiques de faciès in-Ouzal ont été trouvées, ainsi que certains accompagnateurs du diamant dans les brèches volcaniques, brèches peut-être associées à des kimberlites, roches mères du diamant. Le programme proposé pour l'exercice 59-60 comprend la prospection complémentaire pour le nickel sur le versant est de l'adrar des Iphoras. Dans le Timétrine, l'étude de la densité des répartitions des ségrégations du chromolite, de la densité de répartition du vernis de chrysolite et la recherche de la carbonatite. Dans la région d'Ansongo, la mission avait pour objet de reconnaître en profondeur la minéralisation en manganèse. Les teneurs sont estimées à 46% pour la partie septentrionale de la colline et à 43% pour la partie sud. Une estimation prudente du minerai pour la prochaine campagne. Des travaux proposés pour la prochaine campagne implanteront 2 sondages et 2 travers-bancs supplémentaires pour vérifier la teneur de la minéralisation à grande profondeur. Dans la région de Kéniéba, 26 permis type B ont été accordés au bureau minier en 1959. Logiquement, les travaux de recherche devraient commencer incessamment. L'étude de la région Kaï-Bafouabé-Nioro a fait l'objet d'une convention entre la République soudanaise et le bureau minier pour la recherche et la reconnaissance des indices de fer de Sérimulu et de Gangaran. Le sondage sur les indices de fer de Zéréré nous renseigneront rapidement sur l'ordre de grandeur des tonnages possibles. Les recherches de la campagne 59-60 porteront sur les indices de Kourninkoto. Un échantillonnage sera effectué sur les sites de magnétite de Fesseguerla, sur le site sédimentaire d'hématite de Sérimulu. Des essais de gubage pour le cuivre seront faits dans le secteur de Nioro, pour les zones d'imprégnation dans les grès. Le bureau minier a également été chargé d'étudier les jugements de phosphate de Tilemsi, ainsi que de rechercher les conditions de leur utilisation par l'agriculture soudanaise. Les résultats enregistrés, pour le moment, ne sont que partiellement satisfaisants et les essais pratiques d'assimilation demanderont encore une longue mise au point. À noter également que la compagnie Péchiné prospectera la région de Baléa et de Kéniéba et que cette compagnie a déjà repéré à l'ouest de Bamako d'importants tonnages de bauxite propres à la fabrication de l'aluminium. L'organisation générale du ministère des Travaux publics et des Transports a été modifiée par création de la direction de l'hydraulique qui peut ainsi opérer avec plus d'efficacité. Les directions des 4 subdivisions ainsi que celles du laboratoire ont été africanisées. L'atelier de bois
a par ailleurs été mis en exploitation industrielle avec des résultats encourageants. Nous nous proposons d'étendre l'expérience à Caille, où le problème du personnel a été une grave préoccupation pour le gouvernement. Parallèlement à cet effort d'organisation, le ministère s'est montré soucieux de favoriser la formation professionnelle. 3 menuisiers ébénistes, 6 mécaniciens et un tôlier sont actuellement en stage dans les grandes usines de France pour s'y confirmer dans leur spécialité. En outre, 2 géomètres pour le cadastre et d'autre part, 2 opérateurs topographiques, un commis du bâtiment et un conducteur de travaux sont envoyés au titre de l'ANIFERMO en France. Les efforts seront poussés dans le sens des stages professionnels en vue d'une africanisation plus rationnelle, et un projet de loi créant un centre technique pour la formation des surveillants des travaux routes, bâtiments et puits vous sera soumis au cours de cette session. Le fonctionnement des coopératives ouvrières a donné d'excellents résultats. En plus de celles de Bamako et Ségou, une coopérative a été créée à Goundam et 2 autres le seront à Mopti et Gao. La rapidité d'exécution et l'économie réalisée sur les travaux effectués par ces coopératives auront une heureuse incidence sur la construction du Soudan. D'autre part, ces coopératives ont permis d'atténuer le chômage tout en réduisant le prix de la construction. Au titre de la prospection des sites de barrage en vue de la régularisation du Niger, un rapport de synthèse de l'électricité de France établi au mois d'octobre révèle que le site de Selingué semble être a priori le plus intéressant. La puissance garantie serait de 11 200 kW pour une distance de transport d'énergie de 112 km. Dans le cadre de l'offre faite par une entreprise française, lors du dépouillement des dossiers de l'opération dite des 1000 logements, il nous a été possible d'entamer des pourparlers avec cette société pour l'installation d'une usine à Toukoto en vue de la calcination du ciment pouzzolanique. La réserve de calcaire présumée à Toukoto serait de 250 000 tonnes et l'exploitation pourrait s'échelonner sur 20 ans et sur de nombreuses années si le procédé LIP était utilisé. Pour permettre le transport des matériaux transformés avec facilité, il a été projeté de construire l'usine de broyage à Koulikoro. Les cercles de la boucle pourront ainsi être servis à des prix très intéressants. Le prix de vente du ciment à Bamako serait au maximum de 6 000 francs la tonne. En outre, cette usine fabriquerait des agglomérés, des carreaux, des ourdis cellulaires et des briques pleines. Les propositions chiffrées avec formule de financement vous seront probablement faites avant la fin de votre session. Pour l'ensemble des travaux réalisés ou en cours d'exécution, les investissements se sont élevés approximativement à 140 160 000 francs dans les bâtiments, 780 845 000 francs dans les routes et aérodromes, 295 millions pour le pont de Bamako. Malgré le vote tardif du budget et le déblocage des crédits d'équipement survenu seulement en mai, nous pouvons dire que le budget d'équipement a été mis en exécution et que les reports ne seront pas importants. La maison des jeunes, le centre de protection maternelle et infantile et la mairie de Mopti seront mis en chantier avant la fin de l'année. De même, nous préparons pour la SORAFOM et la Caisse centrale de coopération économique les dossiers pour la construction d'une maison de la radio et d'un bâtiment à usage de bureaux. Des avant-projets sont en cours, dont le building administratif, qui présenterait l'avantage de faire réaliser une économie annuelle d'environ 80 millions. L'Assemblée législative, qui doit répondre aux nouvelles tâches des députés, et certains autres établissements hospitaliers qui doivent compléter l'infrastructure sociale du Soudan. Il est à noter d'autre part que le projet de construction des 1000 maisons économiques est retenu. La mise au point du mode de financement est en cours et si les pourparlers aboutissent, les constructions pourraient commencer dans le courant du premier trimestre 1960. Le Bureau d'architecture et d'urbanisme
en dehors de sa participation à l'élaboration des projets de construction qu'il étudie en liaison étroite avec le bureau d'études, a mis au point des plans types pour l'habitat et des marchés couverts pour les collectivités publiques. Un comité territorial d'urbanisme a été créé et aura pour objectif de renseigner le gouvernement sur tout projet d'aménagement ou de création d'agglomérations nouvelles qui pourrait faire l'objet d'une étude de l'architecte urbaniste. La politique générale d'aménagement du réseau routier se poursuit conformément au plan de transport précédemment établi. Le marché sur fonds routier à paiement différé est passé à exécution au mois d'avril 1959. À l'heure actuelle, les améliorations des tapis bitumeux existants ont été entreprises sur Bamako-Ségou et Bamako-Bougouni. L'objectif principal étant de porter la largeur de la chaussée de 4 à 4 mètres au lieu de 3 mètres et de préserver les accotements. Nous pensons que le bitumage de Bamako-Ségou sera achevé courant 60. L'aménagement de Ségou-Joro est en voie d'achèvement. Le bitumage de la traversée de Bougouni est réceptionné. À Koulikoro, les travaux sont en cours. Nous espérons entreprendre début 60 les travaux concernant l'axe Mopti-Badiangara-Bankas vers la Haute-Volta. Au point de vue bitumage des traversées urbaines, les travaux seront entrepris dans ce sens à Sikasso, Maïna et San. En un mot, l'exécution du marché se fait dans de bonnes conditions et les rentrées du fonds routier nous permettent de répondre à nos engagements. Dans le cadre des avant-projets, les études sont en cours pour la construction d'un pont sur le Bani à Douna en profitant de l'expérience de Bamako. La déviation de la route Djigéni-Djema au nord de sa situation actuelle pour ouvrir la circulation à une quinzaine de villages qui étaient isolés et est également envisagés. Sont en cours enfin les études nécessitant des prises de vue aériennes en haute eaux afin de déterminer le lieu idéal de construction d'une route routière Mopti, Niafenke, Gundam, qui offrirait des perspectives économiques nouvelles pour la région de Niafenke. Le pont de Bamako est presque achevé. La route d'accès côté rive droite est en cours d'exécution. Elle sera terminée au mois de janvier 60. Nous pensons que l'éclairage sera achevé en mars 60 et que l'inauguration pourra être prévue pour cette date. Un effort général soutenu a été fait pour l'amélioration des terrains d'atterrissage. C'est ainsi que plusieurs terrains sont aménagés, soit pour recevoir des DC-4 ou tout au moins le broussard du commandement du gouvernement de la République. Un effort particulier est en cours pour l'aménagement de l'aérodrome de Tombouctou en vue de favoriser le tourisme international. C'est ainsi que le budget du Mali vient de compléter la dotation du budget local pour la poursuite des travaux. Pour la même opération, nous attendons la participation de l'OCRS qui, nous pensons, sera substantielle. Le terrain de Nioro a été remis en fonction. Nara sera accessible au DC4 avant fin 60. Pour les voies fluviales, les essais d'autodragage sont poursuivis entre Koulikoro et Ségou, en même temps que l'étude du modèle réduit du fleuve Niger, entreprise par le Laboratoire national d'hydraulique de Château. Ces actions permettront de prolonger dans un avenir proche la navigation sur le fleuve de 4 ou 5 mois. Nous pensons entreprendre dans ce but une première tranche de travaux au début de l'année prochaine. De nombreuses réalisations ont par ailleurs été faites dans le domaine de l'exploitation industrielle. Citons rapidement le remaniement du réseau d'eau de Caille, le doublement de la station d'épuration des eaux de Bamako, la convention eau-assainissement et l'adduction d'eau des quartiers des grottes. Dans celui de la prospection des berges ont été exécutés la protection des berges de Kasso à Caille, le périllage de la barre au port de pêche de Mopti, le débarcadère pour courrier rapide à Mopti. Dans l'électrification, le renforcement de la centrale électrique de Gao, l'extension du réseau électrique de Mopti, l'établissement d'une convention d'études avec l'Énergie de France pour l'utilisation hydroélectrique des chutes de Sotuba. Enfin, dans le domaine des forages,
45 puits ont été forés dans divers secteurs de la République soudanaise: Nioro, Nara, Bajangara, Gundam, Tombouctou, Ansongo, Kaï, Massina, Koulikoro, etc. Sont en cours les études relatives à l'électrification de Sikasso, Tombouctou et l'extension des réseaux de Ségou, Mopti et Gao. L'adduction d'eau de Tombouctou, Sikasso, Mopti, Ségou, Kati et de la rive droite de Bamako. En outre, le dossier de l'aménagement du lac Fagibine a reçu un avis favorable des autorités des fonds du marché commun qui se proposent de revenir sur les lieux avant la mise en place des crédits. Les activités du service topographique ont été nombreuses. Les opérations de triangulation ont été poursuivies. Le lotissement de plusieurs centres urbains a été réalisé: Mopti, Bamako rive gauche, Amdalaï, Samanko, Kangaba, San, Kouchala, Sikasso, Ségou, Kaï, etc. Le montant des travaux effectués ou en cours d'exécution par le service topographique s'élève à 44 millions de francs. Le gouvernement de la République soudanaise, conscient des problèmes que pose l'avenir économique et social du pays, a décidé l'établissement d'un plan de développement. Dès les premiers travaux, il est apparu que rien ne pouvait être conçu sans une connaissance aussi exacte que possible de la situation démographique, économique et financière actuelle. Afin donc de procéder à une étude approfondie, englobant toutes les branches de l'activité du pays, il a été décidé la création d'une commission de développement. Cette commission est composée d'une 60aine de membres, choisis en fonction de leurs compétences et de leur activité professionnelle, ce qui permet de trouver à côté des fonctionnaires un grand nombre de personnes du secteur privé et de techniciens, banques, commerce, énergie AOF, etc. Pour des raisons d'efficacité, la commission a été divisée en 6 sous-commissions. Sous-commission du contrôle général, sous-commission de la statistique, sous-commission du bilan et de l'économie nationale, sous-commission du budget et du crédit, sous-commission de la planification régionale et de l'industrialisation, sous-commission de l'action psychologique. Les travaux de la commission du plan ont débuté au mois de juillet et ont déjà permis de déterminer de nombreuses insuffisances et de proposer des moyens pour y remédier. Les grandes lignes de l'organisation administrative de la planification régionale, correspondants locaux, comités locaux, etc., ont été soumis au gouvernement. La mise sur pied d'un réseau de 4000 informateurs volontaires a été commencée, ainsi que son utilisation rationnelle. De nombreux questionnaires concernant les circuits financiers et commerciaux, la production, la main-d'œuvre ont été établis et adressés aux organismes qualifiés pour réponse. Le gouvernement soudanais avait passé en avril 1959 un marché avec la CERESA afin d'établir un condensé de la documentation existante au Soudan et de procéder à certaines recherches d'ordre technique. Un second marché passé en juin doit permettre la détermination des zones homogènes à l'intérieur du pays. Des rapports déjà fournis par la CERESA et qui sont en cours de vérification, il apparaît entre autres une évaluation plus exacte du produit national brut, 50 milliards au lieu de 30 milliards, admis jusqu'ici, mais les indications les plus intéressantes apparaissent dans le rapport population-travail. En effet, la population totale est évaluée à 3 700 000 habitants pour une superficie de 20 251 832 km². La superficie cultivée à 1 905 684 hectares. La densité par rapport aux surfaces cultivées est de 1 habitant par hectare. Enfin, l'accroissement de la population est évalué environ à 2% par an, ce qui laisse prévoir un doublement de la population totale du Soudan en 40 ans. En gros, on peut compter que 40% de la population totale au minimum est active,
ce qui donne une masse constante de travailleurs d'au moins 1 480 000 hommes. Or, les superficies cultivées apparaissent faibles eu égard à cette main-d'œuvre. Il y a donc là un net sous-emploi et l'on peut estimer que si le travail était rationalisé, même compte tenu des pertes de temps dues aux conditions climatiques locales, 980 000 personnes suffisaient à la culture des superficies actuellement mises en valeur. Ainsi donc, 500 000 personnes seraient donc libres pour une extension des zones cultivées et pour fournir de la main-d'œuvre à des grands travaux d'infrastructures ou d'aménagement agricole ou industriel. Le Soudan dispose donc à l'heure actuelle d'une véritable richesse et déjà cette idée a été commentée et répandue dans la population. L'opération investissement humain a été lancée, d'abord sur des réalisations spectaculaires pour en faire saisir plus facilement le sens à la population. Le gouvernement, avec l'appui des responsables politiques, des notables, compte employer maintenant ce potentiel humain à des travaux directement rentables au point de vue économique. Ceci leur permettrait d'accroître de ce seul fait le produit général d'environ 4% par an pendant au moins 10 ans et représenterait un investissement supplémentaire annuel d'environ 150 millions d'hommes jour, lesquels, évalués sur la base de 150 francs par jour, donneraient un investissement d'une valeur globale de 22 milliards 500 millions de francs, alors que le budget local, ces derniers temps, n'a pu investir que 600 millions de francs par an. L'élan actuel, ainsi constaté chez nos populations rurales et urbaines, l'enthousiasme de notre jeunesse, l'orientation de tous nos responsables moyens constituent pour nous une garantie de notre succès. Au point de vue topographie, les experts nous proposent 6 provinces économiques constituées par application des critères naturels, humains, agronomiques et économiques. Province A, comprenant les cercles de Caille, Nioro, Baflabé, Kita, avec 11 zones homogènes. Province B, comprenant les cercles de Nara, Koulikoro, Bamako, Dioïla, avec 7 zones homogènes. Province C, comprenant les cercles de Mougouni, Sikasso, Koutiala, avec 5 zones homogènes. Province D, comprenant les cercles de Ségou, Massina, 100, avec 6 zones homogènes. Province E, comprenant les cercles de Niafunke, Mopti, Bajangara, Douanza, avec 7 zones homogènes. Province F, comprenant les cercles de Gundam, Tombouctou, Gao, avec 6 zones homogènes. Ces indications permettront une nouvelle structuration dont le but serait d'allier étroitement organisation économique et organisation administrative. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'affirmer que l'action rurale constitue aujourd'hui une option nette et des études récentes justifient cette orientation tant sur le plan économique que social. Cette option ne constitue pas une solution définitive en soi et ne signifie nullement que le Soudan est et demeure un pays à vocation uniquement agricole. L'industrialisation du territoire doit être recherchée et concrétisée par tous les moyens, mais ce n'est que par une forte augmentation de la production, elle-même subordonnée à une organisation de la vie paysanne et des méthodes culturelles, que l'État sera en mesure de réaliser son plan d'industrialisation. Les études citées plus haut laissent apparaître une disproportion entre salaires urbains et revenus ruraux, notamment dans la répartition du produit national brut. En effet, 0,50% de la population active travaillant dans le secteur tertiaire reçoit plus de 10% du produit national brut. Nous avons une moyenne de revenus salaires estimée ainsi: 220 000 francs par an pour le secteur tertiaire, 31 000 francs par an pour le secteur secondaire et 13 000 francs seulement par an pour le secteur primaire qui intéresse le paysanat. La population rurale
représente cependant 97,3% de la population totale et les richesses nationales immédiatement exploitables avec les moyens nationaux sont des richesses agricoles. L'action doit être donc renforcée dans ce secteur en vue de corriger les inégalités trop criardes entre salaires et revenus agricoles et aussi de permettre un accroissement rapide de la production. Mais le problème agricole demeure aujourd'hui un problème d'encadrement et, comme le dit la conclusion du rapport des experts, le principal goulot d'étranglement de l'économie du Soudan, avant même l'insuffisance du capital et d'épargne, est constitué par la nécessité de progrès technologiques, surtout par le développement de la vulgarisation des connaissances agricoles. Depuis 1957, l'action du gouvernement a donc été axée sur l'éducation et l'orientation des agriculteurs. Une formule a été mise en pratique. Elle a pour but non seulement de mettre le progrès technique à la portée immédiate des agriculteurs, mais aussi de les entraîner par l'exemple et d'allier le progrès social au progrès économique. Cette formule trouve sa matérialisation dans les centres coopératifs d'essai et de matériel agricole. Si les centres d'expansion rurale donnent d'intéressants résultats dans le domaine de l'encadrement rapproché, leur action se trouve soutenue et rendue plus efficace par l'existence des centres dont je vous rappelle la structure. Un magasin de stockage, un champ d'essai, un centre d'alphabétisation, un parc de petits matériels agricoles, un parc d'élevage, un centre de secourisme médical. Aujourd'hui, 6 centres existent autour de Bamako. 2 sont installés à Kaï, 2 à Ségou, 2 à Kouchala, 2 à Badiangara, 3 à Gao, 2 en chantier à Koulikoro, 2 en chantier à Kolokani. L'équipement et le fonctionnement de ces centres seront assurés en janvier 60. Déjà, ceux du périmètre de Bamako ont servi de support à certaines expériences dont les résultats modifieront profondément, peut-être demain, la physionomie de notre économie rurale. Essais de coton à Kala, sorgho, Magari et Martin, maïs 32, 34, 32, eucalyptus et caroubier pour le reboisement des zones déboisées. À l'idée des centres coopératifs se rattache celle d'une nouvelle structuration de nos organisations paysannes. En effet, des centres coopératifs ont été créés pour des communautés villageoises. Cela également constitue une nouvelle orientation que nous prenons en fonction des expériences du passé et de nos perspectives d'avenir. La nouvelle formule part du village, cellule vivante sur le plan économique et social. Les sociétés mutuelles du développement rural répondaient à une situation politique donnée et aujourd'hui le nouveau contexte exige de nouvelles associations. C'est dans ce but que le gouvernement va proposer à l'Assemblée un projet de réforme des SEMDER. Cette réforme sera une solution qui devra permettre la reconstitution de ces sociétés mutuelles sur des bases saines et solides. Pour cela, nous partons du village, puis du groupement de villages organisés, entraînés, solidaires, pouvant mandater leurs représentants au chef-lieu de la circonscription, et alors seulement la SEMDER se trouvera reconstituée non plus par le sommet, mais par les racines, par la base, ce qui lui donnera une vie beaucoup plus sûre. Cette restructuration économique doit correspondre à une restructuration administrative et politique. Conseil de coopératives villageoises, conseil de village, comité de village, groupement de villages coopératifs, postes administratifs, circonscriptions administratives, sous-sections, sociétés mutuelles de développement rural, provinces économiques, peut-être demain provinces administratives et peut-être aussi conférences régionales, direction politique à Bamako, conseil territorial de coopératives, gouvernement central. Il est impossible de poser une démarcation entre le politique, l'administratif et l'économique. Sans les mesures politiques prises, sans la conscience politique de nos dirigeants, de nos militants,
ce qui a été obtenu dans nos campagnes n'aurait jamais pu être réalisé. Par l'effort de chacun, dans un courant collectif, environ 2 à 300 millions de travaux ont été réalisés au Soudan en moins de 3 mois. L'intervention du budget, sans l'intervention du FIDES, sans l'intervention de notre budget, uniquement par les bras au service d'un idéal et d'une seule volonté. L'action rurale a porté sur les producteurs, mais également nous avons cherché à créer dans les villes un climat moral sans lequel notre option paraît en priorité. L'élan des campagnes a retrouvé un écho dans les agglomérations urbaines et nous sommes arrivés, par une organisation méthodique, à créer le chemin d'un retour à la terre. C'est ainsi que 350 familles de Bamako ont demandé à être installées dans des zones agricoles. Ceci a été fait à 70 km de la capitale, dans une région à laquelle nous avons donné le nom de notre doyen Konaté. 100 autres familles sont en ce moment en voie d'être installées au Samanko. Problème rural, problème d'éducation et aussi de rééducation. Des centres d'initiation rurale pour les délinquants, des centres d'éducation pour les détenus sont en chantier. Nous avons ainsi substitué la notion de rééducation par le travail à celle de détention infamante. Un projet de loi a été déposé en vue de l'institution d'un service civique rural dont l'organisation sera l'œuvre du commissariat à la jeunesse. Éducation, vulgarisation des techniques, restructuration. Nous passons alors à un autre aspect du problème rural, c'est celui des échanges. Les groupements villageois actuellement constitués sont axés sur 4 points. Vente en commun des produits, approvisionnement en commun en produits manufacturés, réalisation des travaux d'intérêt collectif, tels que réfection des digues, édification de magasins, de centres sociaux, etc. Ces organismes de base ont à Bamako un centre d'appui, c'est le Fonds territorial d'action économique qui, depuis le mois de janvier dernier, a mis à la disposition des groupements ruraux 8000 charrues, 22 tracteurs, 16 aigles noirs à maïs, des semoirs, des moulins à mil. Par son action, la rizerie du gouvernement de Diafarabé a obtenu cette année un rendement encore jamais atteint et les groupements ruraux ont pu céder à l'organisme supérieur 1200 tonnes de riz. Ceci donne une indication de ce qu'une meilleure organisation pourrait réaliser, notamment dans le domaine de la régularisation des circuits, opération qui ne bénéficie qu'aux producteurs et aux seuls producteurs. C'est dans cet esprit également que des magasins coopératifs ont été installés dans des zones témoins et aujourd'hui, 2 magasins du type d'alimentation avec réfrigérateur sont en chantier à Bamako et seront équipés pour le mois de février. Le Fonds territorial est l'organisme d'approvisionnement des cellules de diffusion au service des centres d'expansion rurale, centres coopératifs et demain des fermes régionales dont l'installation est en cours. Toute cette restructuration déjà commencée et réalisée dans différentes régions de la République permettra l'installation d'une agriculture artisanale organisée au service de laquelle des circuits d'échange seront créés permettant une accumulation de capitaux destinés au passage de cette agriculture artisanale à une agriculture moderne, donc mécanisée. Mais ce but ne pourra être atteint que par ce qui est exposé précédemment, car ce serait une grave erreur technique que de penser qu'il puisse être procédé à la mécanisation directe de notre agriculture dans sa forme actuelle. La réunion des anciens ministres de l'Agriculture et de l'économie rurale dans un département comprenant l'économie rurale, le plan et le secrétariat d'État à l'agriculture, à l'élevage et aux eaux et forêts a permis une meilleure utilisation de tous les personnels des différents services économiques. La collaboration pour la coordination des actions des différents services est aujourd'hui chose faite
et on peut pallier au manque de personnel en recherchant une plus grande polyvalence de la part de chacun des fonctionnaires des services de l'agriculture, du génie rural, de l'élevage, des eaux et forêts, de la coopération, des SEMDER. C'est grâce donc à cette nouvelle organisation au sommet que les services techniques de la République ont pu réaliser des actions et des études pour des aménagements futurs dans le cadre de la nouvelle orientation donnée à l'agriculture soudanaise. Les services de l'agriculture et du génie rural ont réalisé des études topographiques de plaine sur 12 000 hectares, des études de bassins versants et de vallées dans les cercles de Sikasso et San, des études d'aménagement couvrant 25 000 hectares, des réalisations et des améliorations d'aménagements existants sur 500 hectares, des travaux de terrassement sur des routes de desserte. Et pour 1960, 10 000 hectares nouveaux doivent être aménagés et de nombreux travaux d'intérêt local et régional réalisés. La campagne d'études nouvelles porte sur 16 000 hectares. En outre, 9 centres d'encadrement rural ont été créés, ce qui porte leur nombre à 19. L'encadrement rapproché sera facilité par la multiplication d'écoles saisonnières. Il en existe 3. Il en sera créé 7 nouvelles en 1960. L'action de vulgarisation de matériel agricole a été poursuivie par l'intermédiaire du crédit agricole pour une valeur de 10 millions environ. Des crédits spéciaux ont été consacrés à l'établissement de fumières. De nombreux traitements polyvalents et phytosanitaires ont été effectués sur le coton. Les stations agricoles ont poursuivi leur programme d'amélioration des matériels végétaux et la production de semences sélectionnées. L'enseignement agricole poursuit son effort. 14 élèves sont sortis diplômés du collège de Katibougou, dont 7 Soudanais. L'effectif actuel du collège est de 62 élèves, dont 20 Soudanais. 11 élèves sont sortis du centre d'apprentissage agricole de Katibougou. Il en sortira vraisemblablement 19 l'an prochain. Cette augmentation progressive de l'encadrement rural permettra de pourvoir les postes sans cesse plus nombreux. La lutte anti-acridienne et la lutte anti-aviaire ont été menées avec les moyens dont disposaient ces organismes, moyens modestes certes. Les organismes inter-États sont ou vont être créés pour donner plus d'efficacité aux actions entreprises dans ce dernier domaine. Le service de l'élevage intensifie son effort. D'avril à septembre, 1 434 241 bovins et sur 772 982 ovins ont été visités. 1 520 623 vaccinations pratiquées. De nombreuses actions ont été entreprises en vue de l'amélioration de la qualité des cuirs. Par l'exemple, le laboratoire d'élevage de Bamako a fourni plus de 1 800 000 doses de différents vaccins. 3 centres avicoles fonctionnent désormais, ayant distribué plus de 6 000 volailles. 9 nouveaux postes vétérinaires ont été terminés en 1959. Le service des eaux et forêts a continué son action obscure mais si utile de protection des régions boisées. 44 000 hectares ont été ainsi protégés à proximité de Bamako. 300 000 noix de rognier ont été plantées avec l'aide de la population dans la région de Negela ainsi que dans les secteurs de Bougouni, Gundam, Ségou, Massina, Kaï, Nyapunke et Kolokani. De nombreuses pépinières ont été régénérées, d'autres sémées et ensemencées et d'autres essences utiles, dont 65 hectares de teck, notamment dans le secteur de Bamako, Sikasso et Kita, et 150 hectares d'anacardium dont le fruit appelé pomme cajou est très apprécié et donne, outre la pulpe, une amande comestible qui fait l'objet dans le monde d'un important commerce. De grands projets ont été étudiés et présentés pour un programme de 583 700 000 francs CFA, consistant notamment en plantation de teck, en travaux anti-érosifs sur plus de 5 000 hectares, en aménagement de Roneret et d'Oumeret et en action en vue du développement de la pêche.
tout en poursuivant les études pour l'élaboration d'un plan général de développement portant sur plusieurs années, le gouvernement de la République entreprend sur l'ensemble du territoire de nombreuses actions diffusées par l'intermédiaire de ses services techniques. Toutes ces réalisations trouveront à s'insérer dans le futur plan de développement. Une action plus concentrée va être menée dans la haute vallée du Niger, pour laquelle un programme de développement rural a été établi. Il porte sur des opérations d'un montant de 132 millions qui ont été attribués par le FAC. Ce programme de développement, tout en étant une action concentrée, permettra de vérifier des méthodes de développement en milieu rural. Il se décompose en deux parties. La première comprend un complément d'études préliminaires, études géographiques, agronomiques, topographiques, hydrologiques. Une mise au point du programme d'observation de l'évolution économique. La seconde partie comprend le dispositif d'encadrement proprement dit, des aménagements hydro-agricoles, des réfections de routes, des hangars de stockage, l'équipement complémentaire de la rizerie de Kourouba. Ce programme de développement sera mis en œuvre dès janvier 1960 et un travail d'information est d'ores et déjà entrepris auprès des populations intéressées afin qu'elles puissent participer effectivement